La pluie cessa juste au moment où ils déposèrent Ernie Creed en terre. Arlon se tenait au bord de la tombe, son costume noir aussi tranchant qu'une lame. Il regarda le cercueil en acajou disparaître dans la terre et ne ressentit rien. Ni chagrin, ni perte, juste le calcul froid qu'il avait maintenu en vie pendant ses 3 missions en Afghanistan. Putain! La voix du pasteur le frappa. Voulez-vous dire quelques mots? Il s'avança. La foule de 200 visages se tourna vers lui. Banquier, politicien, entrepreneur qui avait bâti Asheville aux côtés de son père. L'argent ancien se mêlait à l'ambition nouvelle, tous attendant l'émotion d'un homme qu'il avait enterré des années auparavant. Mon père bâtit un empire sur 2 principes. Harlem Kamenka. Sa voix résonna à travers le cimetière sans effort, sans travail ni conséquence. Il croyait que l'héritage d'un homme ne se mesurait pas à ses intentions, mais à ce qu'il laissait derrière lui et qui ne pouvait être détruit. Il marqua une pause, scrutant la foule. Sa femme, belle, se tenait à 10 mètres de lui avec leurs enfants. Sa robe noire parfaitement taillée, son expression indéchiffrable. Elle ne l'avait pas regardé une seule fois pendant la cérémonie. Ernie Creed exigeait l'excellence, car il savait que le monde exige un prix pour la faiblesse. Il ne s'en excusa jamais. Moi non plus. Harlan Recula. Pas de larmes, pas de voix brisée, juste la vérité délivrée comme une arme. La foule commença à se disperser, murmurant sur la brièveté de ses paroles. Aaron resta près de la tombe, tandis que la terre commençait à tomber. Il entendit des pas derrière lui, mais ne se retourna pas. C'était froid, même pour vous. La voix de Belle avait le même ton qu'elle utilisait lorsqu'elle évoquait les rendements boursiers décevants. Il se tourna vers elle. À 42 ans, elle attirait toujours l'attention, cheveux auburn, yeux verts qui ne laissaient rien passer, le genre de beauté qui ouvrait des portes et concluait des affaires. Elle avait été sa plus grande acquisition et son erreur la plus coûteuse. La vérité est souvent là, dit-il. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une enveloppe en papier craft. En parlant de vérité, Harland prit les papiers et parcourut la première page. Demande de divorce déposée 3 jours auparavant, avant même que son père ne soit enterré. Le domaine vient à moi, dit Belle en s'approchant. Le contrat de mariage comporte une clause de caducité, 7 ans de mariage, et je reçois la moitié de tout ce qui a été acquis pendant cette période. Les biens de ton père. Ils ont été transférés au fonds familial pendant notre mariage. Arlon plia les papiers sans lire davantage. Tu as fait tes devoirs. J'ai eu de bons professeurs. Son sourire était vif comme l'hiver. Tu es parti, Arlon. La maison, les intérêts commerciaux, la fondation sont à moi maintenant. Derrière elle, Romy et Darien s'approchèrent. Sa fille de 17 ans marchait avec la posture provocatrice de quelqu'un qui croyait que le monde lui devait justice. Darien, 15 ans, gardait les yeux rivés sur son téléphone, mais Aaron croisait de temps en temps un regard scrutateur, incertain. « Papa », dit Romy, la voix tendue par une colère répétée. « Il faut qu'on te dise quelque chose. » Alors dis-moi, on change notre nom de famille pour Weller. Knox est plus un père pour nous que tu ne l'as jamais été. Harlan observa le visage de sa fille. Elle s'attendait à un choc, peut-être à de la douleur. Au lieu de cela, il hocha la tête. « À toi de choisir, » dit-il. Darien leva les yeux de son téléphone, la confusion se lisant sur son visage. « C'est tout. Tu t'en fiches. »« Je m'intéresse aux conséquences, » répondit Harlon. « Tu apprendras quelles sont les tiennes. » Le sourire de Belle s'élargit. « Il n'y a rien à apprendre. On s'occupera d'eux. On s'occupera de nous tous. » Elle se retourna pour partir, puis marqua une pause. La réception funéraire a lieu à la maison. Notre maison, tu n'es pas la bienvenue. Harlon les regarda s'éloigner, sa femme, ses enfants, son ancienne vie. Une fois parti, il sortit son téléphone et composa « Connie, c'est Harland. On doit se voir ce soir. » La demeure Creed s'étendait sur un terrain de 5 hectares, dans un domaine de premier choix à Asheville. Sa façade en pierre et ses porches enveloppants évoquaient la vieille bourgeoisie du Sud. Harlon avait grandi dans ces pièces, appris à tirer sur ce terrain, enterré sa mère dans le cimetière familial, au-delà de la Chênaie. Maintenant, assis dans un camion à l'entrée principale, il regardait les voitures envahir l'allée circulaire. Par les fenêtres, il pouvait voir les invités circuler entre des pièces qui ne lui appartenaient plus. Son téléphone vibra. Le visage de Knox Weller remplissait l'écran, une photo d'archive tirée de son site web de conférence de motivation. Heron Lysa Sonner. Le deuxième appel arriva 30 secondes plus tard. Cette fois, il répondit « Harlon ». La voix de Knox résonna avec un enthousiasme éprouvé. « Mon frère, je sais que c'est une journée difficile, mais il faut qu'on parle. » Montomon.
Je take out. Écoute, personne ne voulait que les choses se passent comme ça, mais Belle, elle souffre depuis des années. Tu l'as exclue. Exclue les enfants. Une femme a besoin de se sentir valorisée. Tu sais, Arlon démarra. Cette conversation a-t-elle un sens? Le but est la guérison. Le but est la famille. Ces enfants ont besoin de stabilité, et Belle a besoin de soutien. Je peux leur apporter cela. Tu peux lui offrir un mode de vie. Harlan corrigia. Il y a une différence. Le rire de Knox semblait forcé. L'argent ne fait pas tout, mon frère. Parfois, un homme a besoin de se retirer pour le bien commun, et parfois, il a besoin de comprendre à quoi il est confronté. Arlon raccrocha et se rendit en ville 3 heures plus tard. Il s'assit en face de Connie Slatt dans son bureau du centre-ville. L'avocate avait travaillé pour Ernie Creed pendant 28 ans, s'occupant de tout, des acquisitions foncières aux abris fiscaux. Elle était la seule à connaître tous les détails de l'empire financier Creed. Elle a agi vite, dit Connie, étalant les documents sur son bureau. Elle a déposé la demande de divorce le lendemain de l'entrée de ton père en soins palliatifs. Les transferts de propriété ont commencé une semaine avant. Arlan a étudié les papiers. Belle avait été minutieuse. La maison principale, l'immeuble de bureau du centre-ville, 3 immeubles locatifs et une participation majoritaire dans le projet Creed sont tous passés sous son contrôle grâce à une combinaison de manœuvres juridiques et à la clause de caducité du contrat de mariage. Comment a-t-elle accédé à la fiducie familiale? Le témoignage de vos enfants, répondit Connie. Ils ont déclaré sous serment que vous étiez psychologiquement violent, jamais violent, mais froid, distant et autoritaire, tout cela combiné aux clauses du contrat. Des Mariage et aux lois de Caroline du Nord sur le partage équitable. Le juge lui a accordé le contrôle temporaire en attendant la procédure de divorce. Et mon père n'a rien vu venir. Connie a fouillé dans le tiroir de son bureau et en a sorti une enveloppe scellée. Il l'avait vu venir il y a 15 ans. Elle a brisé le seau de cire et a retiré le document. Le testament original de votre père, celui qu'il avait déposé chez moi en 2010, mais jamais formellement révoqué. Il était paranoïaque à propos des chercheuses d'or, Arlon, surtout après le décès de votre mère. Aaron a lu la première page. Le langage était précis, impitoyable, une clause conditionnelle. Il dit, si un membre de la famille renonce au nom de la famille ou agit contre les intérêts de la succession, il perd tous ses droits d'héritage. Tout revient au bénéficiaire principal. Moi? Toi. Arlon déposa le document. Pourquoi ne l'as-tu pas produit plus tôt? Parce que le testament ultérieur de ton père l'a remplacé. Mais celui-ci a été rédigé lorsqu'il pensait que Belle était digne de confiance. Celui-ci a été rédigé lorsqu'il pensait qu'elle ne l'était pas. Et légalement, ce dernier ne révoquera jamais formellement celui-ci. Il existe en parallèle. Si je peux prouver que les actions de Belle constituent une action contre les intérêts de la succession, une fraude, un faux, une fausse déclaration, alors ce testament redevient actif. Arlon se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le centre-ville d'Asheville s'étendait en contrebas. Les lumières des restaurants et des boutiques où l'argent de sa famille avait construit la moitié des immeubles. On ne se bat pas au tribunal, dit-il. On frappe dans l'ombre. Connie Surratt. De quoi as-tu besoin? Harland dépassa une dernière fois le manoir avant de se diriger vers la maison d'hôte. Le plus petit bâtiment se trouvait à l'extrémité de la propriété. Construite à l'origine pour ses grands-parents dans leurs dernières années, elle comprenait 2 chambres, une cuisine et une vue sur les montagnes que son père avait toujours considérées comme plus précieuses que l'argent. Ce soir-là, c'était son refuge et sa base d'opération. Il déballa son unique valise, avec des vêtements de précision militaire rangés par type et par couleur. Ses affaires de toilette rangées par ordre d'utilisation. Ses documents classés dans une mallette métallique capable de résister à un ouragan. Tout ce qu'il possédait tenait désormais dans 18 mètres carrés. Son téléphone affichait 17 appels manqués de Belle, 3 de Knox et 47 SMS qu'il avait supprimés sans les lire. Il y avait aussi un email de sa sœur Opal avec pour objet « Qu'est-ce qui se passe ?» Il la rappela. Mon Dieu, Aaron, répondit-elle à la première sonnerie. J'ai appris le divorce à la quincaillerie. À la quincaillerie. Les nouvelles vont vite. Ne me fais pas ce genre de bêtises. Belle raconte à tout le monde que tu es fauché et sans abri. Knox publie sur les réseaux sociaux des messages sur les nouveaux départs et la famille retrouvée. Quel est ton plan? Opel avait toujours été directe. À 38 ans, elle dirigeait la plus grande entreprise de construction de l'ouest de la Caroline du Nord et n'avait aucune patience pour la politique ni pour la manipulation. Elle était aussi la seule personne à avoir jamais interpellé Belle en face. Mon plan est de leur faire croire qu'ils ont gagné, dit Arlon. Vraiment? Non. Il y eut un silence.
De quoi avez-vous besoin? Des informations, des documents financiers, des preuves de fraude, si elles existent. Elles existent. Opel dit, je surveille les dépenses de Bell depuis 2 ans. Des sacs à main de créateurs qui coûtent plus cher que des camions. L'entreprise de coaching de Knox qui ne semble jamais avoir de clients. Des œuvres d'art qui apparaissent dans la maison et disparaissent à nouveau. Pouvez-vous le prouver? Donnez-moi une semaine. Harland raccrocha et ouvrit son ordinateur portable. L'écran affichait ses comptes personnels, modestes comparés à la fortune familiale, mais suffisamment conséquents pour financer une guerre qu'il passa les 3 heures suivantes à rechercher les transactions commerciales de Knox-Weller, l'historique financier de Bell et la jurisprudence en matière de contestation des transferts de succession. À minuit, il avait une stratégie. Au matin, il commencerait à la mettre en œuvre. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, le numéro m'était inconnu. Monsieur Creed. Ici l'inspecteur Mills de la police d'Asheville. Nous devons vous parler d'irrégularités dans les documents successoraux de votre père. Harland sourit pour la première fois depuis des jours. La maison d'hôte devint le centre de commandement d'Harland. Il débarrassa la table et étala 20 ans de documents financiers familiaux, de documents juridiques et de correspondances commerciales. 3 barres blanches couvraient un mur, cartographiant les liens entre les comptes bancaires, les transferts de propriété et les transactions suspectes. L'inspecteur Mills était venu le matin même pour poser des questions sur de fausses signatures de notaires lors de plusieurs transferts de propriété. Quelqu'un avait été négligent. L'ordinateur portable d'Harland sonna avec un message crypté de Connie. J'ai trouvé une preuve irréfutable. Rendez-vous à 14 heures. Il examinait la correspondance personnelle d'Ernie lorsque la tendance apparut. L'écriture de son père trahissait une paranoïa croissante au cours des 5 dernières années. Des notes sur la protection de l'héritage et la surveillance des prédateurs. Une lettre datée d'il y a 18 mois contenait une seule phrase soulignée. Elle joue sur le long terme. Son téléphone a été volé. Opel. J'ai des relevés bancaires. Dit-elle sans préambule. Knox a souscrit une ligne de crédit de $600 000 il y a 3 mois en utilisant le manoir comme garantie. L'argent est allé à une entreprise appelée Weller Enterprises, qui n'existe pas vraiment. La fraude s'améliore. Je trace les dépenses de Bell grâce à ses cartes de crédit. Elle achète des œuvres d'art dans une galerie de Charlotte, puis les revend à des collectionneurs privés contre de l'argent. Pas de déclaration d'impôt, pas de traces écrites, du blanchiment d'argent, et ce n'est pas tout. Vous vous souvenez de ses vacances en famille en Europe l'année dernière? Elle a débité $30 000 sur le compte de la fondation familiale, l'ayant classé comme recherche culturelle. Aaron a pris des notes sur le tableau blanc. Le réseau de crimes financiers était plus étendu qu'il ne l'avait imaginé. À 14 heures, il a retrouvé Connie à son bureau. Elle avait l'air sombre. Votre père tenait des registres détaillés, dit-elle en faisant glisser un dossier sur le bureau. Chaque conversation avec Bell à propos d'argent, chaque demande d'accès au compte, chaque transaction suspecte, il documentait tout. Aaron ouvrit le dossier. Soixante pages de notes. Écrites. Avec soin par Ernie. Chaque entrée était datée et signée. Il savait qu'elle volait. Il soupçonnait, mais il savait aussi que toute action contre elle détruirait la famille. Alors, il attendit, documenta et planifia. Planifier quoi? Connie lui tendit un autre document, une annexe à son testament original signé 2 semaines avant sa mort. Il y est spécifiquement fait référence à tout membre de la famille qui se livre à une fraude financière ou à une fausse déclaration à des fins personnelles. Si les faits sont prouvés, il perd de tout droit sur la succession. Il avait tendu un piège. Il avait tendu un piège et elle y était tombée. Opel arriva à la maison d'hôte ce soir-là avec une boîte de documents financiers et une bouteille de bourbon. Elle se servit 2 verres et étudia les panneaux de preuve qu'Harland avait assemblés. C'est impressionnant, dit-elle. Tu aurais dû être détective plutôt que marine. Une autre forme de guerre. Les mêmes principes. Elle prit un relevé bancaire. Knox est plus bête que je ne le pensais. Il a utilisé les capitaux propres du manoir pour une sorte de franchise de séminaire de développement personnel. Il a payé $200 000 pour vendre des expériences authentiques de leadership dans 3 États. L'entreprise existe-t-elle sur le papier? En réalité, c'est un système pyramidal. Il recrute des coachs qui le paient pour du matériel de formation inexistant. Harland a ajouté la fraude de Knox à la liste qui s'allonge. Et le témoignage des enfants? J'ai parlé au professeur d'art plastique de ROY. Apparemment, Bell se bourre la tête d'histoires de violence psychologique depuis des mois. Explique-lui ce qu'elle doit dire aux avocats, la subornation de témoins et la manipulation d'enfants. La voix d'Opel était aussi tranchante qu'elle était lorsqu'elle évoquait des entrepreneurs qui escroquaient leurs employés. Cette femme doit être brûlée.
Le téléphone d'Harland a sonné. Connie, nous avons un problème, a dit l'avocat. Belle a déposé une demande de garde d'urgence. Elle prétend que tu es instable et potentiellement dangereuse en raison de quoi? De ton passé militaire, de tes antécédents de violence psychologique et du fait que tu vis dans des conditions qu'elle décrit comme insalubres. Elle veut que les enfants soient privés de tout contact avec toi en attendant une évaluation psychiatrique. Harland inspecta la maison d'hôte. Propre, meublée, bien entretenue, mais plus petite que la cave à vin du manoir. Quand a lieu l'audience? Demain matin, 10 heures. J'y serai. Après avoir raccroché, Harland se servit un autre verre et examina les panneaux de preuve. Belle agissait avec agressivité, essayant de lui couper tous les avantages avant qu'il ne puisse riposter. Elle a peur, dit Opel. Elle devrait l'être. L'audience pour la garde des enfants dura 3 heures. Belle arriva avec Knox et un avocat spécialisé dans les divorces impliquant des biens importants. Elle portait une tenue et un maquillage classique qui mettaient en valeur son rôle de mère soucieuse de protéger ses enfants d'un père instable. Harland se défendait lui-même, présentant des documents financiers prouvant sa capacité à subvenir aux besoins des enfants, ainsi que des références de moralité de ses commandants militaires et associés. Le juge décida de ne permettre que des visites surveillées, en attendant l'évaluation psychologique de toutes les parties. À la sortie du tribunal, Romy le confronta sur le parking. « Êtes-vous heureux maintenant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de colère. « Tu détruis notre famille. Ta famille a été détruite le jour où ta mère a décidé de la voler, » répondit Harland. « Elle n'a rien volé. Elle nous a protégés de toi. T'a-t-elle parlé des 600 000 coups empruntés sur la maison, de la fraude artistique, ou de l'argent qu'elle a pris à la fondation de ton grand-père ?» La confiance de Romy vacilla. « Tu mens. » »« Je ne mens pas. Pose-lui la question. » Knox apparut derrière Romy, ses bras glissant autour de ses épaules dans un geste censé être protecteur, mais qui paraissait possessif. « Salut, ma puce, » dit-il à Harland. « Tu devrais peut-être réduire ton agressivité. C'est déjà assez dur pour tout le monde. » « Tu as raison, » dit Harland. « C'est dur, surtout quand on est sur le point de perdre tout ce qu'on a volé. » Le sourire de Knox se crispa. « Je n'ai rien volé, mon frère. J'ai apporté amour et soutien quand c'était le plus nécessaire. Tu as commis des fraudes financières et des subornations de témoins. Le FBI a tendance à voir les choses différemment. » Le basic de Knox vida. Le FBI a falsifié des documents, blanchi d'argent, frauduleux par correspondance, fraude électronique. Le gouvernement fédéral prend les crimes financiers très au sérieux. Harland s'éloigna, laissant Knox et Romy dans un silence stupéfait. Ce soir-là, il assista à l'exposition d'art de Romy dans une galerie du centre-ville. L'événement était financé par la Fondation culturelle de Belle, une autre entité suspecte qu'Opel avait découverte. Harland se tenait au fond de la salle, observant que les peintures de Romy témoignaient de talent, mais pas de concentration. Des œuvres abstraites qui suggéraient la confusion plutôt que la vision artistique. Les prix étaient astronomiques pour les œuvres d'un adolescent de 17 ans, clairement gonflé par les relations sociales de Belle. Pourquoi même? Viens? Romy l'avait approché alors qu'il étudiait un tableau intitulé « Promesses non tenues ». « Je protège toujours ce qui m'appartient, » dit-il. « Même si tu ne comprends pas encore ce que cela signifie, je ne t'appartiens plus. Aucun de nous ne t'appartient. On peut changer de nom. Le sang, non. » Elle le fixa du regard, cherchant une émotion absente. « Tu ne ressens rien? Ça ne te dérange pas qu'on te déteste? Je me soucie qu'on t'ait menti. Je me soucie qu'on te serve d'arme contre ta propre famille. Et je me soucie que tu doives vivre avec les conséquences de tes choix. Quelles conséquences? Tu le découvriras. » Connie déposa l'injonction un jeudi matin. À midi, tous les biens immobiliers et commerciaux liés à la fiducie initiale d'Ernie étaient gelés en attendant les résultats de l'enquête. L'avocat de Belle appela Harland dans l'heure. « Votre femme est prête à négocier, » dit l'homme. « On pourrait peut-être trouver un accord à l'amiable. » « Ma femme aurait dû y réfléchir avant de commettre plusieurs crimes, » répondit Harland. L'auditeur arriva au manoir cet après-midi-là, un homme mince aux lunettes épaisses qui examina chaque document, chaque transaction, chaque décision financière douteuse prise au cours des 2 dernières années. Knox tenta de le charmer, lui offrant un café et discutant de l'histoire de la maison. L'auditeur l'ignora et continua son travail. Harland observa depuis la maison d'amis la panique s'installer. Knox passa 17 appels téléphoniques en 2 heures, arpentant le porche du manoir avec des gestes de plus en plus agités. La voiture de Belle disparut pendant 3 heures, puis revint avec des sacs de courses qui suggéraient qu'elle convertissait des actifs en espèces. Darien appela ce soir-là. « Papa, que se passe-t-il »
Maman pleure et Knox parle de voyage d'affaires. Knox essen fut. Aaron dit que les hommes comme lui s'enfuient toujours lorsqu'ils se font prendre. Pris en flagrant délit de quoi? Demande à ta mère. Elle ne veut rien me dire. Elle n'arrête pas de dire que tu essaies de nous détruire. J'essaie de sauver ce qui reste de notre nom. Tu l'as jeté, mais ça vaut toujours la peine de le sauver. La pause fut longue. Avons-nous fait une erreur? Tu as fait une erreur. Choix. Les erreurs peuvent être corrigées. Les choix ont des conséquences. L'appel prit fin. Arlon retourna à ses tableaux de preuves, ajoutant de nouvelles informations issues des conclusions préliminaires de l'auditeur. Le réseau de fraude était encore plus étendu qu'il ne le pensait. Knox avait utilisé le nom de Creed pour obtenir des crédits auprès de 6 institutions différentes, empruntant sur des actifs qu'il ignorait. WN le matin. Les conséquences allaient commencer. La pendaison de crémaillère de Driel était prévue pour samedi. Le soir, une célébration de sa nouvelle indépendance et de son nouveau départ. Elle avait invité 200 personnes, dont la plupart de l'élite sociale d'Asheville. Arlon engagea un coursier. L'homme arriva à 20h, juste au moment où les amuse-gueules étaient servis. Il demanda Belle par son nom, exigeant sa signature pour la livraison. La conversation s'interrompit lorsqu'elle signa l'enveloppe manille. « Qu'est-ce que c'est » demanda Knox, la voix tendue par une panique à peine maîtrisée. Belle ouvrit l'enveloppe et lut le premier document. Son visage devint blanc. « Qu'avez-vous fait » demanda Knox en attrapant les papiers. Les documents étaient complets. Ordonnance de cessation et d'abstention. Utilisation des fonds de la Fondation Creed, notification d'abus de confiance et saisie d'actifs, poursuite civile pour 1,4 million de dollars de dommages et intérêts et fraude, assignation à comparaître pour signature falsifiée et fausse déclaration financière, saisine du FBI pour blanchiment d'argent et fraude électronique, coût, lisant la pile, les mains tremblantes. C'est impossible. C'est tout à fait légal, dit Belle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Les invités formaient un cercle autour d'eux, pressentant le drame sans en saisir l'ampleur. Des téléphones apparurent, des publications sur les réseaux sociaux qui allaient répandre la nouvelle parmi l'élite d'Asheville en quelques heures. Mesdames et messieurs, Knox annonça que sa formation de conférencier motivateur commençait malgré les circonstances. Il y a eu un malentendu, des problèmes administratifs qui seront résolus rapidement, mais son sourire était nauséabond et la sueur perlait sur son front malgré la climatisation. Madame Patterson, la principale commère d'Asheville, s'avança. « Belle, ma chère, tout va bien. » Belle forca un sourire. Juste quelques détails juridiques. Arlan essaie de compliquer le divorce, mais ça va s'arranger, n'est-ce pas? La voix provenait du fond de la salle. Arlan s'avança dans la foule, toujours vêtu du costume noir des funérailles de son père. Il ressemblait au jugement dernier. « Tu n'étais pas invité, » dit Belle. « Le FBI non plus, » répondit Arlon. « Mais ils seront là lundi matin. » Knox essaya de se positionner entre Aaron et la foule. « Attends, mon frère. Ne faisons pas de scène devant des amis. Ces gens ne sont pas tes amis. Ce sont tes victimes. La moitié d'entre eux ont investi dans ton système pyramidal. » Des murmures fusèrent dans la foule. Monsieur Davison, propriétaire de 3 concessions automobiles, s'avança. Quel système pyramidal? Weller Enterprises. Dit Harland. La franchise d'expérience de leadership authentique que Knox t'a vendu 50 000 $. Ça n'existe pas. Le visage de Davison s'éclaira. Knox, est-ce vrai? Son sourire finit par s'éclaircir. Il y a eu des retards dans la mise en œuvre, mais c'est une fraude, poursuivit Aaron. Tout comme il avait emprunté 600 000 $ sur cette maison sans en être propriétaire. Tout comme le système de blanchiment d'art. Tout comme l'argent de la fondation que Belle dépensait pour ses vacances personnelles, la salle était le théâtre de conversations choquantes. Plusieurs invités se dirigèrent vers la sortie. D'autres sortirent leur téléphone pour appeler des avocats. Belle resta figée au milieu de tout cela, les documents juridiques éparpillés à ses pieds. « Tu as tout détruit, » murmura-t-elle. « J'ai tout révélé, » corrigea Arlon. « Tu as tout détruit toi-même. » Knox reculait vers la porte, mais Opel apparut derrière lui avec 2 policiers en congé. « Tu vas quelque part » demanda-t-elle. La fête sombra dans le chaos. À minuit, le manoir était vide, à l'exception de Belle, assise seule dans le salon, au milieu des ruines de sa fête. Arlon la trouva là, en venant récupérer des effets personnels de son père. « Je t'ai aimé autrefois, » dit-elle sans lever les yeux. « Non, » répondit-il. « Tu aimais ce que je représentais. Il y a une différence. » Il monta dans le bureau de son père et commença à emballer des livres qui ne seraient jamais remplacés. Knox Weller disparut un dimanche soir.
laissant derrière lui un placard rempli de costumes coûteux et un comptoir de salle de bain couvert de produits de toilette abandonnés. Belle trouva son mot sur l'îlot de la cuisine lundi matin. Il fallait régler des affaires en Arizona. De retour bientôt. Je t'aime. Elle appela son numéro 17 fois. Chaque appel aboutissait directement sur la messagerie vocale mardi. Les rumeurs se répandirent à Asheville comme une traînée de poudre. Knox avait été repéré à l'aéroport de Charlotte avec 2 valises et un aller simple pour Phoenix. Le site web de son entreprise de coaching avait été vidé de sa substance. La boîte postale qu'il avait louée pour Weller Enterprises était abandonnée. Belle était assise dans la pièce principale du manoir, entourée de documents juridiques qu'elle ne pouvait pas se permettre de contester et de factures qu'elle ne pouvait pas payer. Les comptes étaient gelés. Les cartes de crédit étaient au maximum. La ligne de crédit que Knox avait obtenue était désormais en défaut de paiement, une banque exigeant le paiement immédiat de $600 000. Son avocat l'appela mercredi matin pour lui annoncer une nouvelle qui lui retourna l'estomac. Ils saisissent la maison, dit-il. La banque qui détient la ligne de crédit de Knox a déposé une demande de saisie immédiate. Le prêt étant garanti par des documents frauduleux, ils le considèrent comme un vol. Combien de temps me reste-t-il? 30 jours, peut-être moins. Elle rappela Knox. Cette fois, un message enregistré l'informa que le numéro n'était plus en service. Harlan Observer. Depuis la maison d'amis l'arrivée des camions de déménagement jeudi après-midi. Belle avait fait appel à une entreprise à bas prix pour emballer ses affaires, bien loin du service impeccable qu'elle avait utilisé en des temps plus cléments. Romy et Darien aidèrent à charger les cartons, leur visage exprimant la confusion plutôt que la colère. Ils commençaient à comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé, l'ampleur de ce qu'ils avaient perdu. « Où allons-nous » demanda Darien à sa mère. « J'ai un ami à Charlotte, » répondit Belle. « On peut y rester le temps que je me débrouille. » Mais Harlan savait qu'elle mentait. Ses amis avaient cessé de les rappeler dès que la nouvelle de l'enquête pour fraude avait été rendue publique. Paria social était un rôle qu'elle n'avait jamais appris à jouer. Le mail de Doharen est arrivé vendredi soir. « Papa, je n'étais pas au courant pour cette histoire d'argent. Je pensais que tu te fichais de nous. Knox disait que tu étais trop fier pour montrer tes émotions, mais que tu nous aimais intérieurement. Maintenant, je crois qu'il mentait surtout. Je ne sais plus quoi croire. On peut parler ?» Harlan fixa le message pendant 10 minutes avant de répondre. Samedi, 14 heures. Maison d'amis. Darien arriva à l'heure, sur le vieux vélo qu'il gardait dans le garage du manoir. Il paraissait plus petit que ses 15 ans, incertain d'une manière qui rappelait à Aaron sa propre jeunesse. « Maman dit que tu essaies de détruire notre famille. » Kamenka Darien. Ta famille a été détruite dès que tu as choisi le nom de quelqu'un d'autre. Haran répondit. Mais on peut le changer, non? On peut arranger ça. Les noms ne sont pas des vêtements, fiston. On ne les change pas par commodité. Le visage de Darien rougit. Alors, tu vas nous abandonner? Parce qu'on a fait une erreur. Je vais te laisser vivre avec les conséquences de tes choix. Le monde ne pardonne pas les erreurs parce que tu regrettes de les avoir commises. C'est froid. Froid, c'est juste. Ta mère a volé l'héritage de ton grand-père. Knox a escroqué des dizaines d'investisseurs. Vous avez tous deux choisi de soutenir des criminels plutôt que votre famille. Ce sont des faits, pas des émotions. Darien resta assis en silence pendant plusieurs minutes, assimilant des informations qui contredisaient tout ce qu'on lui avait dit. Et l'université? Demanda-t-il finalement. Et alors? Pourrais-je quand même y aller? Cela dépend de toi. Le testament original de ton grand-père prévoit des fonds pour l'éducation de tous les petits-enfants qui maintiennent un niveau scolaire élevé et une bonne moralité. Tu as jeté le nom, mais le sang reste. L'espoir brilla dans les yeux de Darien. Ce que je dois faire, obtenir mon diplôme, éviter les ennuis. Prouver que tu comprends la différence entre famille et confort. Dimanche après-midi, j'ai amené Romy. Elle est arrivée sans appeler, sa voiture chargée de matériel d'art et de valises. Je dois rester ici, annonça-t-elle. Non, maman vit dans un studio. Il n'y a pas de place pour moi et je ne peux pas me permettre d'avoir mon propre logement. Tu aurais dû y réfléchir avant de choisir Weller plutôt que Creed. Romy perdit continence. J'avais 17 ans. Je croyais ce que maman me disait. Tu croyais ce que tu voulais croire. Il y a une différence. Alors, tu vas te retrouver sans abri. Je vais te laisser décider du prix de tes choix. Elle le fixa du regard, les larmes aux yeux. Tu ne ressens rien? De l'amour pour ta propre fille? Je suis déçu. Je suis en colère que tu aies été si facilement manipulé. Et je suis désolé que tu doives apprendre à tes dépens que les actes ont des conséquences. Je te déteste. Tu me détestais avant tout ça. Maintenant,
Tu as une meilleure raison. Romy partit sans un mot. Par la fenêtre, Harlon la regarda assise dans sa voiture pendant 20 minutes avant de finalement partir. Son téléphone sonna ce soir-là. Opal, les enfants sont venus me voir, dit-elle. Ils ont peur. Ils devraient l'être. Romy est chez des amis, sautant d'un canapé à l'autre. Darien travaille dans une épicerie pour aider sa mère à payer le loyer. Bien. Le travail forge le caractère. Seigneur. Aaron, ce sont toujours tes enfants. Ce sont les enfants de Belle. Ils ont clairement fait ce choix. Il y a eu un long silence. Et s'ils veulent revenir? Alors, ils devront le mériter. Le procès a commencé un mardi matin de novembre. Le palais de justice était bondé de journalistes, de curieux et d'investisseurs escroqués par les arnaques de Knox. Belle est arrivée vêtue d'un costume d'emprunt et avec l'air désespéré de quelqu'un à court d'options. Knox a été arrêté à Las Vegas 3 jours avant le procès. Pris en flagrant délit de tentative de montage pyramidal sous un autre nom, il avait accepté de témoigner contre Belle en échange d'une réduction de peine. Connie Slatt a présenté les preuves avec une précision chirurgicale. Dossier financier prouvant un vol systématique, faux documents portant la signature de Belle, relevé bancaire prouvant le blanchiment d'argent, témoignage de Knox détaillant comment ils avaient prévu de dépouiller la succession de Creed de tout ce qui avait de la valeur. Madame Creed n'avait pas seulement volé de l'argent. Connie a déclaré au jury qu'elle avait volé un héritage. Elle avait manipulé des enfants pour qu'ils mentent sous serment. Elle avait perverti la justice pour satisfaire sa cupidité. L'avocat de Belle a tenté de la présenter comme une victime, une épouse négligée, poussée au désespoir par un mari violent, mais les preuves étaient accablantes. Les relevés téléphoniques montraient des mois de planification. Les relevés financiers révélaient un vol systématique. Le témoignage de Knox a révélé l'ampleur de leur complot, si bien qu'à la barre des témoins, Belle s'est effondrée. « Je n'avais jamais voulu que cela aille aussi loin », a-t-elle sangloté. « Je voulais juste la sécurité de mes enfants. »« Tu voulais le luxe pour toi », rétorqua Connie. « À quel prix ? Je l'ai aimé autrefois. Vraiment. L'amour ne vole pas l'héritage d'un mort. » Le jury délibéra pendant 47 minutes. Coupable de tous les chefs d'accusation. La sentence du juge fut lourde, restitution intégrale à toutes les victimes, confiscation de tous les biens obtenus frauduleusement et 2 ans de prison fédérale. Le manoir serait vendu pour payer des dommages et intérêts. Le Children's Education Trust, protégé par le testament initial d'Ernie, serait géré par Harlon jusqu'à ce que chaque enfant atteigne 25 ans. Devant le tribunal, les journalistes entourèrent Harland de questions auxquelles il ne répondit pas. Il se dirigea vers son camion et rentra chez lui en silence. Le printemps apporta des changements à Asheville. Le manoir fut vendu aux enchères à un cadre technologique californien qui prévoyait d'en faire un lieu de retraite méditative. Notch fut condamné à 18 mois de prison fédérale et à une interdiction à vie d'exploiter des fonds d'investissement. Belle purgea 8 mois avant d'être placé dans un centre de transition à Charlotte. Harlon apprit sa libération par un détective privé. Il avait embauché pour surveiller ses activités. Le rapport comprenait une photo d'elle quittant la maison de transition, portant des vêtements d'épargne des marchands vers un emploi dans une entreprise de restauration. Elle travaille comme serveur. L'enquêteur a signalé des mariages, des événements d'entreprise, des fonctions caritatives, les mêmes événements auxquels elle était invitée. Harlan a déposé le rapport sans commentaire. Romy a envoyé une annonce de remise des diplômes en juin. Elle avait terminé ses études secondaires tout en restant avec des amis et a obtenu une bourse pour étudier l'art à l'UNC. La bourse couvrait les frais de scolarité, mais pas les frais de subsistance. Darien a appelé la même semaine. « Je me suis enrôlé », a-t-il dit sans préambule. Quelle Branche? Marine. Je pars pour le camp d'entraînement en août. Bon choix. Je veux te dire avant de partir. Je comprends maintenant ce que vous vouliez dire des conséquences. Êtes-vous? Maman a tout détruit parce qu'elle voulait plus qu'elle ne le méritait. Knox nous a utilisés parce que nous étions assez stupides pour le laisser. Nous avons choisi le mauvais côté parce que c'était plus facile. Et maintenant je veux gagner ce que j'ai jeté. Le nom signifie quelque chose, non? Cela signifie tout. Il y a eu une longue pause. Voulez-vous soyez là quand j'aurai obtenu un camp d'entraînement? Je serai là. L'appel s'est terminé avec plus d'espoir que Taron ne l'avait ressenti en moi. Octobre a apporté le dévouement d'une nouvelle fondation Creed, construisant une structure brillante au centre-ville qui abriterait des programmes pour les anciens combattants et les jeunes entrepreneurs. Harland se tenait sur le podium en regardant 500 invités, y compris les chefs d'entreprise, les politiciens et les familles d'hommes et de femmes qui avaient servi leur pays. Mon père croyait à l'héritage, il a commencé, pas le type construit sur l'héritage ou le privilège, mais le type gagné par le service et le sacrifice.
Cette fondation honorera cette croyance. Dans la foule, il a repéré Darien dans son uniforme de tenue de la marine, à la maison en congé de son premier déploiement. Leurs yeux se sont rencontrés et Darien hocha la tête. Autrefois un geste de respect entre les hommes qui comprenaient le devoir, Romy n'était pas là. Elle étudiait en Europe sur un programme financé par sa bourse artistique. Elle a plutôt envoyé une carte. Félicitations pour la fondation. Peut-être qu'un jour je comprendrai ce que vous essayez de nous apprendre. Peut-être. Après la cérémonie, Aaron s'est rendu au cimetière. La pierre tombaldernie était un simple granit avec date et une seule phrase. Il a construit ce qui a duré. L'héritage est sécurisé. Dit Harland à la pierre. Coup plus que l'un de nous, mais c'est sûr. Un vent froid se déplaçait à travers les arbres, portant l'odeur de l'hiver. Harland se tenait là pendant 10 minutes, puis retourna à son camion. Le nom de Creed survivrait. Il serait gagné à nouveau, une génération à la fois, par des personnes qui comprenaient que l'héritage était un privilège à être honoré, pas un droit d'être exploité. La justice n'était pas pardon. La justice a été des conséquences. Et les conséquences, avait appris Harlon, étaient le seul enseignant à ne jamais menti.